Merci tout le monde, merci d'être venu à ces circonstances particulières. Et donc oui, malheureusement, aujourd'hui, on n'aura pas l'occasion d'observer, donc j'ai doublement la pression pour vous divertir le plus que possible, et je vais essayer de le faire. On va voir. En effet, merci pour l'introduction. Depuis la nuit des temps, l'humanité, premièrement afin de s'orienter, et ensuite, ou alors à des fins artistiques, ou alors pour comprendre ce qui se passe, a commencé à nommer les différentes étoiles dans le ciel, premièrement les plus brillantes, et ensuite différents groupes d'étoiles, ce qu'on appelle les constellations. Et donc, au fur et à mesure, l'humanité a également transféré les différents mythes qui existaient sur la surface de la Terre, il les a transférés dans le ciel. Et on peut voir ici sur cette image de Johannes Hevelius de 1687. Hevelius était un astronome hollandais. On peut voir ici les constellations, ce qu'on appelle boréales de l'hémisphère nord, celles qu'on voit d'ici, et les constellations australes, celles qu'on voit principalement de l'hémisphère sud. Et on peut voir ici plein de différentes figures et de monstres et de bêtes qui sont associées cette fois-ci à des mythes gréco-romains, vu que c'est un peu la mythologie occidentale. Et donc j'ai identifié certaines des constellations que je préfère à titre personnel. Il n'y a pas de raison particulière. Il y a notamment donc ici la constellation d'Andromède, qui est la femme enchaînée qui est sauvée par Persée, dont le danger était d'être dévoré par le monstre marin Cétus, ici, qu'on voit plutôt dans l'hémisphère sud. Donc ces deux globes ici se rejoignent. Tout le long aux extrémités de ces cercles, on a ce qu'on appelle les signes du zodiaque, c'est l'écliptique. Et donc également, on voit ici donc les Gémeaux, Castor et Pollux. Un autre signe du zodiaque qui est le Sagittaire, qui est donc une constellation importante. On va revenir sur ça par la suite. C'est une région du ciel qui est particulière et importante pour la compréhension de la Voie lactée. Et on a également le géant Orion, ou alors une constellation qui n'existe plus en tant que constellation de nos jours. Les étoiles sont toujours là, mais la constellation a été divisée en différentes petites constellations. Donc là, à l'époque, c'était la constellation de Argo, le bateau de Jason et de ses argonautes. Ce que vous ne voyez sans doute pas, c'est que sur cette carte du ciel, il y a des petites étoiles qui sont éparpillées un peu partout, et au nord et au sud, que j'ai donc dessiné ici en jaune pour que vous puissiez le voir plus clairement. Et donc, ces étoiles ici qui parcourent l'ensemble du ciel, c'est notre galaxie, la Voie lactée, et qui est le sujet de la conférence d'aujourd'hui. Et donc, la Voie lactée est un objet qui est particulièrement visible. Est-ce que je peux faire un petit sondage? Combien d'entre vous ont déjà vu la Voie lactée? Levez la main. Super. C'est plus de la majorité des gens, donc c'est super. Donc, la Voie lactée, c'est cet objet ici que l'on voit. Donc ça, c'est une photo qui a été prise au plateau de Cossol, c'est au-dessus de Grasse, dans l'arrière-pays niçois. Et donc, il s'agit d'un objet qui est visible à condition d'être loin de toute pollution lumineuse. Par exemple, si on pouvait éteindre toutes les lumières à Paris, voici ce qu'on observerait du Louvre. Donc ça, c'est une image, un collage artistique qui a été fait. Donc l'artiste a pris une photo du Louvre et la région du ciel à partir de la même latitude pour voir à quoi ressemblerait le ciel parisien. Donc vous voyez ici, en fond, la Voie lactée. Donc c'est quelque chose qui peut pas passer inaperçu du moment qu'il n'y a aucune lumière, et par lumière, je entends aussi la lumière de la Lune. Et on aurait eu de la chance aujourd'hui parce que la Lune se lève tard ce soir, donc sans doute on aurait pu voir la Voie lactée. Dans tous les cas, donc là, il est indéniable que l'humanité a vu la Voie lactée, il ne lui a pas échappé depuis la nuit des temps. Et donc, il est impossible de séparer l'histoire de la compréhension de la Voie lactée de l'histoire de l'humanité, de la science et de la philosophie. Des mythes se sont développés dans les quatre coins de la planète, dans le pourtour méditerranéen, les Grecs, les Romains, les Égyptiens. On a également les Amérindiens, les Chinois et les aborigènes en Australie. Parmi les philosophes, on peut citer Platon, Aristote, Ptolémée, Kant et Laplace, qui ont développé des idées à propos de la Voie lactée. Et en science,
Nous avons Galilée, Kepler, Thomas Wright, William Herschel et plein d'autres grands astronomes et scientifiques qui ont essayé d'expliquer donc ce qu'est la nature de la Voie lactée jusqu'à nos jours, notamment avec le consortium européen du satellite Gaïa, que je vais revenir par la suite. Donc je commence par la première partie de l'exposé, qui sont les mythes et les légendes autour de la Voie lactée. Alors sur ce tableau qui est un peu indigeste, on voit un résumé des différents mythes qui ont été développés dans les différentes régions du monde, donc l'Europe ici, l'Afrique, l'Asie, l'Australie, l'Amérique, et les différentes familles de mythes, donc le jet de lait, le chemin céleste, il y avait des demeures de Dieu, un fleuve céleste, un serpent céleste, ça qu'on retrouve en Afrique du Nord et en Asie du Sud, etc., etc. Je ne vais pas passer en revue tous les mythes, bien évidemment, premièrement parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais je vais me concentrer sur certains d'entre eux que j'ai trouvé particulièrement intéressants et où mon background grec me permet également de vous donner certains détails un peu plus spécifiques. Donc je vais me concentrer sur ces mythes-là. Et donc je vais commencer par vous raconter un mythe impliquant le fleuve céleste, expliquer la Voie lactée en tant que fleuve céleste. Et on retrouve ce mythe dans différentes régions du monde, mais notamment en Asie. Et donc le mythe que je vais vous raconter, c'est à peu de choses près le même en Chine, au Japon et en Corée. Et donc le mythe, qui est vieux de plus de 2600 ans, est l'histoire de la tisserande, la fée des nuages, et le bouvier, qui est un mortel pauvre, qui n'a rien d'autre comme richesse à part son bœuf, qui a pourtant des pouvoirs magiques. Alors il se trouve que le bouvier un jour rencontre la tisserande, la fée, qui était en train de prendre son bain dans un lac avec ses sœurs. Il tombe amoureux d'elle, tous les deux en fait tombent amoureux, et ils décident de fonder une famille, et c'est ce qui se passe, donc ils obtiennent 2 ou 3 enfants de mémoire. Donc ils vivent une vie heureuse sur Terre, ceci représente plusieurs années, mais dans le ciel, ceci ne représente que quelques jours. Au bout de quelques jours, donc, la mère de la tisserande, ou le père, en fonction des mythes que l'on prend en compte, se rend compte de l'absence de leur fille et donc décide d'aller à sa recherche. Il la trouve, il la voit donc en train d'élever une famille sur Terre. Or, la place de la fée, surtout la tisserande des nuages, est d'être dans le ciel. Il la récupère avec eux et la place dans le ciel, en tant qu'une étoile qui sera l'étoile Vega. Le bouvier, étant très triste, bien évidemment, que son amoureuse maintenant est loin de lui, demande à son bœuf, qui a des pouvoirs magiques, je vous le rappelle, de lui permettre d'accéder au ciel et de la suivre, chose qui est faite. Et donc il s'agit maintenant de l'étoile que l'on connaît de nos jours plus communément en tant que Altaïr. Or, les parents de la tisserande, voyant que le bouvier l'a suivi dans le ciel, et n'étant toujours pas d'accord de cette union, décident de les séparer quasiment à jamais avec un fleuve céleste qui est donc la Voie lactée. Et donc c'est comme ça qu'on explique donc la position de ces 2 étoiles et la Voie lactée entre eux deux. L'autre famille de mythes que l'on retrouve cette fois-ci dans beaucoup de régions du monde, c'est le chemin céleste. Pour les Finnois, les Estoniens et les Lapons, tous ceux qui habitent au nord, donc la Voie lactée est le chemin que suivent les oiseaux migrateurs pour se diriger vers le sud lorsque l'hiver arrive. Également, c'est le même chemin qu'ils suivent pour revenir vers le nord lorsque l'été arrive chez eux. En indien d'Amérique du Nord, ou pour les hindous, c'est la trace des âmes que les âmes ont laissé derrière elles lorsqu'elles se dirigent vers le ciel. De la même façon, lorsqu'on se balade dans un champ, lorsqu'on est parti en randonnée, on peut voir les routes et les chemins à force que tout le monde marche et suive le même chemin. Un autre mythe que je trouve particulièrement intéressant, on le retrouve chez les Indiens Cherokee, et cette histoire, ce mythe veut que ce soit un chien qui soit rentré dans une cuisine et qui ait attrapé un sac de farine de maïs, et donc étant chassé de la cuisine à coups de pied,
Le chien va courir dans tous les sens, avec le sac de farine dans la bouche, et va éparpiller donc cette farine dans le ciel, ce qui crée la Voie lactée. Et plus proche de nous, nous avons également le chemin de Compostelle, qui soi-même se décompose Campo di Stelle, champ des étoiles, qui est donc la route que suivent les pèlerins pour accéder à leur lieu sacré, qui est le tombeau de Saint-Jacques en Galice. Une autre catégorie de mythes que l'on retrouve notamment en Europe du Sud, c'est la Voie lactée en tant que demeure des dieux. Veuillez noter, au passage, que pour une région donnée, notamment chez les Grecs et les Romains, on va voir par la suite, il y a plusieurs mythes qui peuvent coexister. Ça ne pose aucun problème à l'époque. Donc, chez les Grecs et les Romains, donc, la Voie lactée était également pensée en tant que lieu de séjour des âmes, et en particulier les lieux où reposent les âmes entre deux passages successifs dans un corps, ou alors lorsque la réincarnation est finie. Par exemple, chez les pythagoriciens, donc, on croyait à la métempsychose, à la réincarnation, et donc lorsque, avant de passer d'un corps à l'autre, on séjournait à la Voie lactée, avec ses amis, on discutait et puis on buvait un café. Notamment, on peut lire dans Cicéron et dans le rêve de Scipion, donc c'est ce que cette figure ici représente, hein, c'est une image prise du commentaire du songe de Scipion, qui a été écrit par Cicéron 5 siècles auparavant. Et donc, lors de son rêve, Scipion voit arriver son père, qui lui dit, ouvrez les guillemets, « Scipion, cultive la justice et la piété, cette vie-là est la voie vers cette assemblée de ceux qui, libérés de leur corps, habitent les lieux que vous appelez la Voie lactée. » Et donc, Scipion qui dort ici, et la Voie lactée, ici, est ce losange, ici, qui est représenté en bleu. Alors, pourquoi j'insiste sur la forme de ce losange? Pour la raison suivante, c'est que la chrétienté, étant ce qu'elle est, afin de s'imposer au cours des siècles, a décidé donc de transformer toutes les croyances païennes afin de les transformer, afin de s'imposer. Et donc ici, on peut voir sur une image sur un dessin de 1435, les démons, hein, des mauvais démons, cette fois-ci, qui tiennent dans leurs mains ce losange, qui est la représentation de la Voie lactée. Et on peut lire dans un texte d'un astrologue écossais du XIIe siècle, Michael Scott, qui dit que tous ceux qui sont nés sous la constellation Galaxia, la Voie lactée, seront toujours malades, misérables, pauvres et dans la désolation. Il continue, de ce fait, ils passeront leur vie à l'hôpital et seront malchanceux. Rien que ça. Alors l'astrologie, heureusement, pour nous tous, c'est quelque chose qui n'est pas valable. Et donc voilà, je vais m'arrêter là sur ce mythe. Là, je veux passer un tout petit peu plus de temps. C'est le mythe associé au jet de lait dans le ciel, que l'on retrouve donc principalement en Europe, mais également en Sibérie. Et pareil encore, je vais me concentrer sur le mythe gréco-romain, que l'on retrouve initialement dans un livre d'Ératosthène, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui s'appelle Catastérisme, qui est donc un bouquin qui collecte tous les mythes associés aux constellations qui existent. Et donc, le mythe en question est le suivant. Donc, il y a Zeus, le roi des dieux, qui, se baladant sur Terre, un jour tombe follement amoureux de Alcmène, une mortelle, avec laquelle il va obtenir un fils, Héraclès, communément connu aussi comme Hercule. Hercule, donc, est donc le fils d'un dieu et d'une mortelle, c'est un demi-dieu, donc. Et afin de pouvoir accéder un jour à l'Olympe, il doit s'abreuver de lait divin. Et donc Zeus a une brillante idée, brillante entre guillemets, de demander au messager des dieux, Hermès, de prendre Héraclès et de l'emmener jusqu'au sein de sa femme, Héra, qui n'est pas la mère d'Hercule, hein, afin que Hercule puisse s'abreuver du lait. Hermès suit les ordres, il emmène Hercule au sein de Héra, et Héra soudainement se réveille en voyant sur son sein
un enfant qui n'est pas le sien, qui est en train de s'abreuver de lait. Réaction naturelle, elle repousse le nouveau-né, et donc de son sein jaillit du lait qui va s'éparpiller sur le ciel, et d'où donc la Voie lactée. Okay, et donc ce mythe-là a été représenté à plusieurs reprises dans le tableau de la Renaissance, ici avec Tintoret en 1575. Donc on a Zeus, Héra, Hermès. On a des étoiles ici qui jaillissent. Là on a Zeus. Et donc là, voilà, et le G également, oui, un dessin de Rubens de 1636. Et pourquoi est-ce que ce mythe est intéressant? Car c'est à partir de ce mythe que le terme Voie lactée prend naissance, ou même le mot galaxie, car gala en grec veut dire lait. Okay, donc c'est pour ça que c'est un mythe particulièrement intéressant. Je vais m'arrêter là avec les mythes. Pourtant, je pourrais vous en raconter d'autres. Hein. Il y a le mythe de Phaéton, il y en a plein d'autres, mais je vais m'arrêter là. Et donc, je vais passer plutôt en revue l'historique des différentes découvertes qui nous ont permis de comprendre la Voie lactée telle qu'on la comprend de nos jours. Alors, malgré le fait qu'il y avait plusieurs mythes qui coexistaient à l'Antiquité, en particulier en Grèce, ça n'a pas empêché les savants, les philosophes et les scientifiques d'essayer de donner une explication rationnelle à ce qu'ils voyaient. Et donc nous avons Anaxagore, par exemple, en 450 avant Jésus-Christ, qui dit que la Voie lactée est au fait la partie de la sphère céleste et qui n'est pas éclairée par le soleil, car c'est, en gros, ce que l'on voit, c'est la projection de l'ombre de la Terre sur le ciel. Démocrite, un demi-siècle plus tard, a une idée qui s'avère être la bonne, qui est que la Voie lactée, en fait, c'est une très grande quantité d'étoiles, tellement proches l'une de l'autre, que notre œil n'arrive pas à les discerner. Donc c'est pour ça qu'on voit un aspect un peu laiteux, un peu diffus. Mais malheureusement, pour l'humanité, cette hypothèse est rejetée par Platon, que l'on voit ici. Et Platon faisant office donc de référence à l'époque, hein, c'était quelqu'un qui était pris très au sérieux par tout le monde, l'idée de Démocrite, elle est un peu tombée dans l'oubli pendant plusieurs siècles. Aristote, un demi-siècle après Démocrite, Aristote qui était un disciple de Platon, va décrire la Voie lactée comme une grande sphère tournant autour de la Terre, qui est constituée d'exhalaisons brûlantes, donc c'est une partie qui brûle, hein, située sous la sphère de la Lune, c'est-à-dire plus proche de la Terre que la Lune l'est. Alors pourquoi? Parce que pour Platon, comme pour Aristote, le ciel est un monde parfait. Et tout ce qui se passe là-haut est supposé être parfait, contrairement à ce qui se passe sur la surface de la Terre, qui est un monde corruptible et imparfait. Et donc ce qui domine le ciel, c'est le mouvement circulaire. Tout était expliqué avec des mouvements circulaires. Or, la Voie lactée, lorsqu'on la voit, il s'agit d'un objet céleste qui est imparfait, qui ressemble plutôt à un nuage, qui a différentes structures. Donc, du coup, il ne peut pas être placé très très haut dans le ciel. Il est forcément proche du monde corruptible, proche de notre monde. C'est pour ça qu'il est placé sous la Lune. La première carte du ciel, pour laquelle nous avons donc une référence, où nous avons la connaissance, provient de Grecs d'Alexandrie, de 300 avant Jésus-Christ, Timocharis et Aristyle, mais nous n'avons aucune mesure de la position des étoiles qu'ils obtiennent. Nous avons juste une référence de Ptolémée plusieurs siècles plus tard. La première carte du ciel qui nous parvient, même si ce n'est pas la carte, le texte original de l'époque, c'est donc la carte de Hipparque de Nicée au 150 avant Jésus-Christ. Alors, je vais faire une petite pause ici et vous expliquer en quoi consiste la cartographie du ciel. Okay, donc, on a un ciel étoilé. Nous sommes ici avec notre petit observatoire et notre télescope, et on veut décrire l'ensemble du ciel. Et donc, ce qu'on veut faire, on va décrire, pour faire ça, on va décrire la position des étoiles l'une relativement à l'autre. Par exemple, je vais dire, Madame est assise à peu près 5 degrés de sa voisine, etc., etc. Et donc, on va essayer de décrire la position des étoiles de proche en proche. Et donc, mesurer la position des étoiles dans le ciel va revenir à mesurer un angle. Alors, on va voir un tout petit peu de trigonométrie. Pour les plus jeunes, je vais essayer d'aller lentement. Pour les plus vieux aussi qui ont oublié les cours à l'école, je vais essayer d'aller lentement. Mais essayez de
d'être avec moi, ça ne va pas être trop douloureux. Alors, lorsqu'on regarde l'horizon, une étoile qui se situe au-dessus de notre tête, au zénith, donc entre l'horizon et la verticale, on a un angle, ce qu'on appelle un angle droit, c'est-à-dire 90 degrés. Si on observe donc de cette partie de l'horizon à l'autre, nous avons 2 fois 90, nous avons 180 degrés. La base des étoiles de la Grande Ourse, c'est un angle beaucoup plus petit que 90 degrés, forcément, c'est 5 degrés. Autrement dit, le bras tendu, c'est à peu près 3 doigts dans le ciel. Autre ordre de grandeur, toujours lorsqu'on a le bras tendu et puis on pointe un objet, donc s'il a la taille de notre pouce, c'est à peu près 2 degrés. Quelle est la taille de la Lune dans le ciel? Eh bien, c'est même pas 1 degré, c'est 0,5 degré. Okay. Donc, vous comprenez que en astronomie, mesurer la position des étoiles va revenir à mesurer des très petits angles. Plus petits que le degré. Déjà, la Lune, c'est sans doute le plus gros objet qu'on peut voir dans le ciel. Donc, forcément, on va mesurer des angles qui sont plus petits que le degré. Et donc, je vais vous expliquer un peu comment, à travers le temps, nous avons pu améliorer la précision sur la mesure de la position des étoiles. Et donc, comme je vous ai dit, la première carte du ciel, en 150 avant Jésus-Christ, provient de Hipparque de Nicée. Donc, avec une précision de l'ordre de 1 degré. Donc, pardon, ce graphique ici sera mon fil conducteur, où je vais vous expliquer sur l'axe vertical la précision inférieure à 1 degré en fonction du temps. Et donc, Hipparque cartographie à peu près 1000 étoiles avec une précision de 1 degré. 1 degré, si vous vous rappelez, c'est à peu près 2 fois la taille angulaire de la Lune. À peu de choses près, donc, Hipparque, certes, il avait des outils, mais il expliquait un peu la position des étoiles avec son pouce. Ptolémée, 3 siècles plus tard, 150 après Jésus-Christ, Ptolémée, un autre grand astronome d'Alexandrie, il va cartographier la position des mêmes 1000 étoiles que Hipparque a fait, et, scientifiquement très correct, il a eu un raisonnement très correct, il a comparé ses observations avec celles d'Hipparque 3 siècles auparavant. Il compare la position des étoiles, des 2 cartes, et il trouve que dans les 2 cas, la position des étoiles est identique. Qu'est-ce qu'il en conclut? Raisonnablement, que vu qu'en 3 siècles, la position des étoiles est la même, que les étoiles ne bougent pas, et qu'elles sont donc fixes dans le ciel, et c'est quelque chose qui ne va jamais bouger. Il va développer donc son modèle de l'univers, qui est le suivant. C'est un modèle géocentrique, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais nous avons donc la Terre au centre, et nous avons différentes sphères concentriques. Rappelez-vous, les cercles et les sphères sont les formes géométriques parfaites, avec ce quoi on explique tout. Donc nous avons la Terre, la Lune, Mercure, le cercle où circule Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, et tout à l'extérieur, nous avons les étoiles qui sont fixes. Okay. Et donc, c'est ce modèle de l'univers qui va persister en Europe et dans le monde arabe pendant plusieurs siècles, près de 15 siècles. Et donc, c'est pour ça que la Voie lactée reste plus ou moins dans l'oubli scientifique en Europe pendant près de 1500 ans. Et je dis bien en Europe parce que dans le monde arabe, les différents savants de l'époque vont continuer à se poser des questions et à essayer de répondre concernant la nature de la Voie lactée. Et notamment, nous avons Al-Biruni, vers l'an 1000 après Jésus-Christ maintenant, qui va dire que la Voie lactée, selon lui, est un objet qui est constitué de fragments innombrables d'étoiles, mais pas de points lumineux tels que les autres étoiles, mais des nébuleuses, un peu des sortes de tout petits nuages. Et 3 siècles plus tard, Al-Jaziyya va reprendre l'idée de Démocrite et va dire que la Voie lactée, c'est des myriades, c'est-à-dire un très grand nombre d'étoiles qui sont tellement proches l'une de l'autre que notre œil, pareil, ne peut pas les décerner, qui sont plus grosses que des planètes. Donc, il essaye d'émettre pour la première fois une idée concernant la taille des étoiles. Mais, vu que le modèle de Ptolémée est répandu également dans le monde arabe,
il place toutes ces étoiles qui sont très très proches l'une de l'autre sur la sphère des fixes. Elles sont toutes à la même distance de nous. Il faut attendre le début de la Renaissance, les années juste avant 1600, et le frère dominicain Giordano Bruno, qui en 1584 développe son propre modèle de l'univers, qui lui est héliocentrique, on a le Soleil au milieu, mais peu importe. Et donc, ce que Giordano Bruno va énoncer comme concept, c'est que les étoiles ne se trouvent pas toutes à la même distance, mais que l'univers est pourvu d'une profondeur et que les étoiles maintenant se trouvent partout. Et donc ça, philosophiquement aussi, c'est une très grande avancée. Et donc maintenant, nous sommes en 1600, mais néanmoins, la cartographie du ciel ne s'est pas beaucoup améliorée. L'état de l'art, à l'époque, c'est Guillaume IV de Hesse-Cassel qui mesure donc la position des mêmes 1000 étoiles de Hipparque que Ptolémée, avec une précision à peine meilleure que 1/10 de degré. Et nous avons néanmoins, quelques années plus tard, le grand astronome danois Tycho Brahe qui réussit à convaincre le roi du Danemark de le construire un observatoire sur une île privée au large de Copenhague qui améliore l'ensemble des instruments qui existaient à l'époque pour mesurer la position des étoiles et qui donc mesure toujours la position des mêmes 1000 étoiles avec une précision de 1/100 de degré. Alors là maintenant, ça commence à devenir abstrait. Qu'est-ce que ça peut bien dire 1/100 de degré? J'ai une illustration ici et j'ai également pensé à prendre une carte bleue dans une de mes poches. Donc c'est 1/100 de degré, c'est l'épaisseur d'une carte bleue vue de 2 mètres. Ok, donc en 1600, nous réussissons à placer les étoiles dans le ciel avec une précision qui est de l'ordre donc de l'épaisseur de la carte bleue vue d'une distance de 2 mètres. Et alors pourquoi j'ai cité Tycho Brahe? Tycho Brahe a fait beaucoup d'autres choses à part ça, mais c'est la date qui est importante, c'est une date charnière, car peu d'années après arrive Galilée et donc son œuvre Le Messager céleste, publiée en 1610. Et donc Galilée est le premier qui va diriger une lunette vers le ciel. Okay, donc il va pouvoir observer le ciel à travers une lunette. Et donc on lit dans Le Messager céleste que, alors là je cite Galilée, la galaxie n'est rien d'autre qu'un amas d'étoiles innombrables et que quelle que soit la région vers laquelle on dirige la lunette, aussitôt, une foule immense d'étoiles s'offre à notre vue. Donc, il découvre que, mis à part les étoiles que l'on voit à l'œil nu, n'importe quelle région du ciel que l'on regarde, il y a d'autres nouvelles étoiles qui n'apparaissent pas à l'œil nu, qui sont visibles à travers la lunette. Et donc, Galilée continue en disant que toutes les disputes qui ont durant tant de siècles torturé les philosophes sont détruites par l'évidence de la perception et nous voilà donc libérés de toute discussion verbeuse. Donc pour Galilée, le problème est résolu, le problème de la Voie lactée est résolu et on peut passer à autre chose. Heureusement pour nous, et heureusement pour moi, sinon j'aurais pas de travail, il avait tort. N'empêche que son observation est juste. Et donc, à partir de Galilée, nous commençons à utiliser les lunettes et les télescopes pour observer le ciel. Et donc, on observe beaucoup plus d'étoiles avec une précision beaucoup plus grande. Et nous avons, en 1700, John Flamsteed, qui observe 3000 étoiles avec une précision de l'ordre de à peu près 1/1000 d'étoiles, et Jérôme Lalande, astronome parisien, qui observe 40 000 étoiles, donc pareil, avec une précision de 1/1000 de degré. 1/1000 de degré, c'est l'épaisseur de la même carte bleue, vue non pas de 2 mètres, mais de 50 mètres, cette fois-ci. Donc là, on est en 1700. En parallèle, on a l'astronome autodidacte, presque Thomas Wright, en Angleterre, qui publie en 1750 un livre très intéressant à lire, qui a un titre à rallonge, qui s'appelle « Une théorie originale ou bien une hypothèse nouvelle sur l'univers basée selon les lois de la nature et les principes mathématiques afin d'expliquer le phénomène de la Voie lactée. » Voilà.
N'empêche que le livre est synthétique, il est très bien expliqué. Et dans celui-ci, il essaye de passer en revue toutes les différentes... il avait une très bonne connaissance de la littérature concernant donc la position des étoiles et tout ce qui avait été développé concernant la Voie lactée. Et donc, il développe plusieurs modèles pour expliquer la Voie lactée. Et on peut trouver un de ces modèles qui est en partie correct, qui est donc une strate d'étoiles vue de l'intérieur. Donc, nous, on se retrouverait à l'intérieur, ok ? Et donc, cette strate d'étoiles est ici représentée. En fonction de la région du ciel dans laquelle on va regarder, soit on va voir beaucoup d'étoiles, et dans ce cas, on va voir une bande blanchâtre, ou alors on va voir très peu d'étoiles, et c'est là les régions du ciel où on voit des étoiles, mais on ne voit pas la Voie lactée. Donc, tout ça, c'était en 1750. 35 années plus tard, nous avons Caroline Herschel et son frère, William Herschel, qui construisent un télescope de 1,2 mètre de diamètre et qui vont observer les étoiles dans 683 directions différentes et vont essayer de cartographier, non pas le ciel, mais la Voie lactée vraiment maintenant. Et donc, comment ils vont faire ça ? Ils partent d'une hypothèse que toutes les étoiles brillent de la même façon. Et donc, du coup, que la différence d'éclat entre les étoiles est purement associée à la différence de distance. Une étoile qui brille plus que l'autre, c'est une étoile qui est plus proche de nous. Okay ? C'est ce que l'on peut trouver ici dans leur livre. Nous supposons que l'une dans l'autre, les étoiles sont de la même taille que le Soleil et que du coup, leur différence de magnitude, c'est-à-dire de luminosité, est liée à leurs différentes distances. Et donc, dans leur modèle, ils placent le Soleil au centre, et voici la première carte à 2 dimensions de la Voie lactée qu'ils obtiennent. Donc chaque point ici est une étoile, et donc ils voient par exemple que dans une direction donnée, il y a une sorte de bifurcation. Et ils osent même développer un modèle à 3 dimensions de la Voie lactée, où donc c'est une tige encore, ou alors une strate d'étoiles, le Soleil au milieu, et donc là on peut voir cette bifurcation, cette fourche qui est associée à cette bifurcation ici. Ok. Donc ce modèle, on sait de nos jours qu'il est faux, mais n'empêche, il avait le mérite que pour la première fois, il y a un autre concept qui est introduit, c'est que la Voie lactée n'est pas infinie. Il découvre que la Voie lactée a des bords, okay, donc que l'on se trouve dans l'univers et que la Voie lactée a des limites. Donc, ça en 1785. Vient ensuite une autre invention très importante pour l'astronomie, qui est l'invention de la photographie, en 1839. Et ceci est très important car elle permet, grâce à de longues expositions, de voir encore plus d'étoiles, d'une part, et également donc d'effectuer les mesures de la position relative des étoiles, non pas donc en regardant le ciel et en notant, mais vraiment en faisant les mesures sur les plaques photographiques. Également, on peut calibrer maintenant nos mesures. On peut faire nos mesures, les donner à notre camarade qui va effectuer également les mesures à partir des mêmes observations. Et on peut comparer nos résultats et voir aussi si elles sont en accord. Et donc, on arrive là maintenant aux années 1850 avec l'astronome allemand Argelander qui cartographie près de 300 000 étoiles avec une précision de l'ordre de 1/10 de degré. Alors à quoi ça correspond? J'ai rien noté. 1/10 de degré correspond à peu près à un ballon de basket que j'aurais laissé chez moi à Athènes, vu de haut lieu. Ok. Et donc on arrive maintenant, tout doucement, au XXe siècle, avec les observations de Arlo Shapley, qui décide d'étudier ce qu'on appelle des objets, des groupes d'étoiles qu'on appelle les amas globulaires, qui ressemblent à ça, hein, donc c'est des regroupements d'étoiles dans le ciel, et donc il les détecte tous ceux qui sont visibles de la Terre, ils sont ici, et donc ces objets ont l'avantage d'avoir un type d'étoile qui est particulièrement intéressant, des étoiles pulsantes, des étoiles variables. On peut les voir un peu ici.
il semblerait qu'elles scintillent, mais ce n'est pas juste du scintillement, ces étoiles changent leur luminosité en fonction du temps. Et donc, elles ont cette propriété qui nous permet également maintenant de mesurer la distance de ces étoiles. Et donc, Arlo Chapley réussit à déterminer la distance de tous les amas globulaires dans le ciel. Et il voit que ces amas globulaires ne sont pas dispersés dans le ciel autour du Soleil, mais qui sont dispersés, donc le Soleil se trouve ici, okay, mais qui sont dispersés, qui sont concentrés à peu près 60 000 années-lumière de nous, vers la constellation de Sagittaire. Alors pour les plus jeunes, une année-lumière, c'est une distance, hein, c'est la distance parcourue par la lumière en un an, et la lumière se déplace à 300 000 km par seconde. Là, c'est le week-end de Formule 1, hein, et donc les Formule 1 roulent à 300 km/h, la lumière roule non pas à 300 km/h, mais à 300 000 km par seconde. Okay, donc considérablement plus vite. Et donc, en 1918, il y a à peine un siècle, hein, on découvre que le Soleil n'est pas au centre de l'univers ou de la Voie lactée. Il y a à peine un siècle. Et vient la date fatidique de 1924, avec les observations de Edwin Hubble, le même Hubble qui a donné son nom par la suite au télescope spatial Hubble, qui donc étudie la nébuleuse d'Andromède, qui est ce point-là, hein, qui est un point qu'on connaissait depuis l'Antiquité et le Moyen-Âge. On savait que c'était un objet mystérieux qui ne ressemblait pas comme une étoile, n'était pas un point comme une étoile, mais qui était plus comme un petit nuage. Il arrive à détecter des étoiles variables. Enfin, premièrement, il profite d'une coupure de courant en Californie pour étudier cet objet. Il détecte des étoiles variables dans la nébuleuse d'Andromède. Donc, il arrive à mesurer la distance de cet objet, qu'il trouve être à 700 000 années-lumière. Ces 700 000 années-lumière sont à comparer aux 60 000 années-lumière que 5 ans auparavant, Arlo Chapley avait déterminé donc la taille de la Voie lactée. Et donc, parenthèse, de nos jours, on sait que cet objet-là est situé non pas à 700 000 années-lumière, mais encore plus loin, à 2,5 millions d'années-lumière. Mais peu importe, la valeur qu'il trouve et qu'il publie dans le New York Times en 1924, c'est que le résultat, c'est que cet objet est au dehors de la Voie lactée. Okay, donc pour la première fois, on comprend qu'il y a des objets qui se trouvent au dehors de la Voie lactée. C'est le premier objet extragalactique confirmé. Et à partir de cette date-là, on ne parle pas de la galaxie associée à la Voie lactée, mais on parle de galaxies, avec un G minuscule, pour expliquer tous ces types d'objets qui se trouvent dans le ciel. Donc ça, maintenant, c'est notre vision actuelle, hein, de la galaxie d'Andromède. C'est une galaxie qui ressemble énormément à la nôtre, à la Voie lactée, et qui se trouve, comme je vous ai dit, à 2,5 millions d'années-lumière. Et donc, on se trouve à peu de choses près maintenant sur ce graphique, à l'ère actuelle, hein, à la fin des années 1900, avec les grands relevés qui utilisent les grands télescopes au sol. Également, on est passé des plaques photographiques aux capteurs CCD, hein, à peu près, c'est la même chose qu'il y a dans nos téléphones portables. Et donc, on a des relevés d'étoiles et des cartographies du ciel qui comportent plusieurs centaines de milliers d'étoiles, voire plusieurs millions d'étoiles, avec une précision de l'ordre de 1 100 millième de degré, qui est donc le ballon de basket à Athènes vu de Hollywood. Et donc on rentre maintenant, mais c'est pas encore fini, hein, c'est ce que je veux dire. En 1990, on rentre dans l'ère de l'astrométrie spatiale. Alors tout ce que je vous explique ici, il y a un terme savant qui s'appelle, c'est l'astrométrie, c'est-à-dire on mesure la position des étoiles. Et donc l'astrométrie spatiale, avec le satellite de l'Agence spatiale européenne Hipparcos, en hommage à Hipparque, va mesurer depuis l'espace la position de 120 000 étoiles avec une précision de l'ordre de 1 millionième de degré. Et de nos jours, nous avons le satellite Gaia qui mesure la position de près de 2 milliards d'étoiles avec une précision de l'ordre de 1 milliardième de degré. Alors, 1 milliardième de degré, pareil, ça reste abstrait. Ça correspond à quoi?
c'est l'épaisseur d'un de mes cheveux vu de Brest, à peu près 1000 km, ou bien, si vous préférez, la taille qu'a un touriste sur la Canebière vu de 3 fois la distance Terre-Soleil. Okay, donc on arrive vraiment à placer les étoiles dans le ciel avec cette précision. Et donc, voici maintenant la carte du ciel la plus précise que l'on ait de nos jours, obtenue par le consortium Gaïa et qui a été publiée en 2020. Donc vous avez été très patient hein, jusqu'à maintenant, vous m'avez écouté et je vous remercie, mais aucun de vous ne m'a interrompu et je vous remercie encore, afin de me demander à quoi bon avoir ces précisions, à quoi ça sert. Pourquoi est-ce qu'on s'obstine depuis la nuit des temps à obtenir des mesures de plus en plus précises sur la position des étoiles dans le ciel? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'avec une telle précision, nous pouvons maintenant voir les étoiles se déplacer. Rappelez-vous, Hipparque, 150 après Jésus-Christ, Ptolémée, 150 après Jésus-Christ, mesure la position des étoiles, les compare avec celle de Hipparque, 3 siècles auparavant. Il voit, avec la précision qu'il avait entre les mains, qu'elles ne sont pas déplacées. Conclusion fausse, qui nous a suivis pendant près de 15 siècles. Et donc là, maintenant, avec Gaïa, par exemple, on peut voir les étoiles bouger. Et donc, sur cette animation, on fait défiler le temps, on fait accélérer le temps vers l'avant. Et donc, c'est la durée du temps de ce film, c'est à peu près 2 millions d'années. La longueur d'entrée ici correspond à peu près 400 000 ans. Et donc, on voit comment les étoiles se déplacent dans le ciel. Donc, tout le ciel, toutes les étoiles bougent. Toutes. Grâce à une astrométrie, grâce à une position très précise, on peut également déterminer la distance des étoiles grâce à un phénomène qu'on appelle la parallaxe. Alors la parallaxe, c'est un mot savant hein, qui néanmoins qui est connu depuis l'Antiquité et qui avait été utilisé dans les jeux vidéo que j'utilisais pendant mon enfance afin de créer de la profondeur dans des graphismes qui étaient de base à l'époque. Donc là, on a Super Mario, okay, qui est ici. Et donc, afin de créer de la profondeur sur ces graphiques 2D, on va voir que les petites collines d'avant-plan vont défiler beaucoup plus vite que les montagnes d'arrière-plan. Et donc, là, on voit que les collines se déplacent beaucoup plus vite que les montagnes. Et donc, c'est ça le principe de la parallaxe. Les objets les plus lointains, lorsque l'observateur se déplace, ben les objets les plus lointains semblent se déplacer moins rapidement. Par exemple, vous qui êtes assis au premier rang, si je fais 3 pas, 4 pas, vous êtes déjà derrière moi. Mais quelqu'un qui est assis au dernier rang, si je fais 5 pas, il se trouve toujours à ma hauteur. Okay, tout simplement parce qu'il se trouve plus loin. Donc c'est ça le principe de la parallaxe. Dans le ciel, ça correspond à quoi? Nous avons ici notre télescope, on va observer une étoile dont on ne connaît pas la distance. On va l'observer à partir d'un point A. On va supposer que derrière nous, on a donc 3 carrés de 3 couleurs différentes, bleu, blanc, rouge. Donc, lorsqu'on se trouve au point A, on peut comprendre que ce qu'on va voir, c'est que l'étoile se trouve alignée avec le carré bleu. Si maintenant, on se déplace à un point B, on va voir maintenant que cette étoile n'est plus alignée avec le carré bleu, mais elle est plutôt alignée avec le carré rouge. Voici ce qu'on voit lorsqu'on se trouve au point B. Et donc, en observant les étoiles à des époques différentes, par rapport à des étoiles plus lointaines, fixes, nous allons pouvoir sonder la profondeur du ciel. Mais tout ça, ça doit être fait grâce à des précisions très précises, grâce à des mesures de position des étoiles très précises, à la fois lorsqu'on se trouve au point A et lorsqu'on se trouve au point B. Et techniquement, c'est quelque chose qui est compliqué, hein. C'est des efforts qui sont menés depuis l'Antiquité et par Ptolémée, sans succès. Et la première mesure de parallaxe d'une étoile a été, avec succès, a été obtenue par Friedrich Bessel en 1838 pour une étoile qui est connue, 61 Cygni, qui la place à 10,3 années-lumière.
En pratique, comment est-ce qu'on fait? Donc, là, on a le Soleil, on a la Terre qui tourne autour du Soleil, on a les étoiles dans le ciel, et donc ce qui se passe, c'est que on va observer une étoile qui se trouve dans le ciel, ben, elle va se déplacer tantôt à droite, tantôt à gauche, suite à notre propre déplacement autour du Soleil. Okay. Donc on va sonder, on va supposer qu'on va effectuer une mesure en printemps, une mesure en automne, et puis on va voir toutes les étoiles se déplacer. Et les étoiles qui se déplacent le plus, ben, ce sont les plus proches, et celles qui se déplacent le moins sont les plus lointaines. Voyons voir à quoi ça ressemble. Donc là maintenant, toujours c'est un film de l'ESA, hein, de l'Agence spatiale européenne, suite aux mesures de Gaïa. Le mouvement des parallaxes a été accentué, a été exagéré pour que vous puissiez voir. Mais, donc voilà ce qu'on voit. Donc on voit par exemple ces étoiles qui se déplacent, qui bougent beaucoup, hein, ça c'est suite à notre déplacement autour du Soleil. Donc on comprend que toutes celles-là, elles sont plus proches que celles qui se déplacent très très peu. Et juste pour rajouter un peu d'effet dramatique dans tout ça, nous avons dessiné artificiellement les différentes constellations qui sont dans le ciel. Et on peut voir donc typiquement que cette étoile-là se trouve beaucoup plus proche que sa voisine et que donc vraiment que les constellations sont juste un résultat de l'imaginaire humain et que les étoiles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Elles ne sont pas ni proches ni quoi que ce soit, okay, entre elles. Donc maintenant, on peut connaître la vitesse et la distance des étoiles. Et donc, je ne sais pas comment je suis niveau temps, mais je rentre dans quasiment la dernière partie de l'exposé, où je vais vous expliquer très rapidement et très brièvement quelle est notre vision actuelle de la Voie lactée. Alors voilà une vision d'artiste et voilà ce qu'on pense à quoi ressemble la Voie lactée. Donc il s'agit d'une galaxie parmi tant d'autres dans l'univers. Son centre est dans la direction de la constellation du Sagittaire, ce qui veut dire donc que le Soleil n'est pas au centre de la Voie lactée. La Voie lactée contient à peu près 200 milliards d'étoiles, plus de la poussière, plus du gaz, plus quelque chose de mystérieux où je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais on peut en discuter après, ce qu'on appelle la matière sombre. Et donc, il s'agit d'un disque. Là, maintenant, on voit la Voie lactée vue de haut, et ça, c'est la Voie lactée vue de profil. Le Soleil qui se trouve ici, maintenant, sur cette vision. Et donc, le diamètre du disque est à peu près 100 000 années-lumière, c'est-à-dire une étoile qui émet de la lumière maintenant, à cet endroit, va mettre à peu près, disons, d'ici à ici, 80 000 ans afin qu'elle nous parvienne, cette lumière. Le Soleil se trouve à 24 000 années-lumière du centre. C'est-à-dire, si on prenait une fusée, hein, pour les plus jeunes, si on prenait une fusée qui allait à la vitesse de la lumière, pour atteindre le centre, il nous faudrait 24 000 ans. Sachant que les objets les plus rapides qu'on a de nos jours ne vont même pas à 1% de la vitesse de la lumière. Le Soleil tourne dans la galaxie à une vitesse de 250 km par seconde. Le Soleil a à peu près 5 milliards d'années, ce qui veut dire que le Soleil a déjà fait à peu près 20 fois le tour de la galaxie depuis sa formation. Au centre de la galaxie, on a ce qu'on appelle le bulbe, on a principalement des étoiles vieilles, mais lorsqu'on regarde encore plus au centre, et on étudie, on prend des photos de la région la plus centrale de la Voie lactée, à plusieurs époques, on voit, là maintenant on se trouve donc à 24 000 années-lumière, hein, on se trouve très très loin, on voit que les étoiles se déplacent rapidement. Elles tournent autour d'un point, ici, qu'on n'arrive pas à voir. Elles vont très très vite, hein. Le Soleil va à 250 km par seconde. Ces étoiles-là, elles vont à 5000 km par seconde. Et lorsqu'on met leur position et leur vitesse dans les équations d'Einstein ou de Newton, hein, les équations de physique, les équations savantes que nous avons, on en déduit que ce point autour duquel elles tournent et qu'on n'arrive pas à voir a une masse estimée d'à peu près 3 millions de fois la masse du Soleil. Le Soleil est déjà beaucoup plus massif que la Terre, par exemple. Et donc,
qu'il s'agit d'un objet qui a un volume très très faible pour une masse qui est très très grande et qu'il s'agit donc d'un trou noir. Au centre de la galaxie, nous avons un trou noir et on pense que la plupart des galaxies dans l'univers, des galaxies semblables à la Voie lactée, ont également un trou noir en leur centre. Et il y a quelques mois, nous avons même réussi à prendre une photo de ce qu'on appelle le trou noir. Donc c'est une image qui date d'il y a quelques mois. Donc le trou noir, on voit l'ombre du trou noir, on ne voit pas vraiment le trou noir, qui est cet objet-là. Le disque galactique, maintenant, c'est donc cette structure dans laquelle se trouve le Soleil, qui est représentée ici. C'est donc une structure qui tourne, qui contient les bras spiraux. Hein, c'est des surdensités d'étoiles ici qui ont une forme de spirale. Qui contient principalement des étoiles, entre guillemets, jeunes. Par jeunes, ici, je veux dire des étoiles plus jeunes que 8 milliards d'années. Et on découvre de nos jours que les régions externes du disque, eh ben, elles sont un peu perturbées. Elles sont perturbées par quoi? Par le passage d'autres galaxies, d'autres petites galaxies qui nous entourent. On appelle ça des galaxies naines. Et puis, de nos jours, on en a découvert à peu près 50. C'est des concentration de plusieurs centaines de milliers, voire de millions d'étoiles qui sont très très vieilles, qui tournent autour de la Voie lactée. Donc on en a découvert 50, c'est des objets qui sont très très difficiles à détecter, hein, parce qu'ils sont loin, ils ne sont pas très lumineux, et généralement ils se trouvent derrière toutes les étoiles de la Voie lactée, donc c'est vraiment compliqué à détecter, à mesurer leur distance et leur vitesse. Et on pense néanmoins que c'est à partir de petites galaxies telles que celle-ci que la Voie lactée s'est formée, que au cours du temps, toutes ces galaxies, enfin d'autres galaxies ont fusionné entre elles et ont créé un objet de plus en plus grand jusqu'à arriver à la Voie lactée telle qu'on la connaît de nos jours. Et notamment, nous avons pu identifier grâce à différents moyens parmi les étoiles de la Voie lactée, des étoiles qui donc proviennent d'une galaxie, telle que je viens de la décrire, d'une galaxie naine, qui aurait fusionné avec la nôtre. Okay, donc ça, c'est une simulation qui montre comment est-ce que je vais revenir en arrière, comment cette petite galaxie ici en rouge va fusionner avec la nôtre et au bout de quelques centaines de millions d'années, va disperser l'ensemble de ces étoiles parmi celles de la Voie lactée. Et donc nous arrivons vraiment à détecter tous ces objets qui sont nés au dehors de la galaxie et qui ont été apportés dans la Voie lactée. Donc ça, c'est une fusion qui a eu lieu il y a près de 10 milliards d'années. Alors, quel est l'avenir de la Voie lactée? Je vous ai déjà parlé de la galaxie d'Andromède, hein, qui a été donc découverte en tant que galaxie par Edwin Hubble. Et donc, on sait que ces deux galaxies, la Voie lactée et Andromède, se rapprochent l'une de l'autre. Et donc, notamment, alors ceci, c'est une animation qui montre la Voie lactée ici, Andromède, ici, communément appelée aussi M31, Andromède a sa propre petite galaxie satellite qu'il tourne autour. Ces deux galaxies s'approchent et à peu près dans 4 milliards d'années, les deux galaxies vont fusionner. Et voici comment elles vont fusionner. Hein. Donc ça, c'est une simulation numérique donc on a mis tout ce qu'on connaissait à l'époque, les lois de la physique que nous connaissons. Donc on va avoir une première approche, les deux galaxies vont se traverser, vont se perturber. Elles vont se traverser une deuxième fois et elles vont finir par fusionner et créer une très grande galaxie, donc beaucoup plus grande que Andromède, enfin le double qu'Andromède ou la Voie lactée. Vu de la Terre, ça correspondrait à quoi? Pardon, oui. Andromède s'approche de la Voie lactée à une vitesse de 300 km par seconde, ce qui correspond à peu près 1 million de km/h. Okay. Mais quand même, ne vous inquiétez pas, la fusion aura lieu dans 4 milliards d'années. Donc, vu de la Terre, ça correspond à quoi? Voici donc le présent. On a la Voie lactée ici. En arrière-plan, on a Andromède. Andromède s'approche de plus en plus. Donc, on va la voir dans quelques
sans doute dans 1 milliard d'années, beaucoup plus grande dans le ciel. En s'approchant, les régions externes du disque d'Andromède et de la Voie lactée vont se perturber, elles vont sentir gravitationnellement l'influence l'une de l'autre. Elles vont fusionner une première fois, hein, et lors de cette fusion, le gaz va s'entrechoquer et puis va donner naissance à de nouvelles étoiles. C'est ce qu'on voit ici avec des couleurs rouges et des couleurs bleues. Donc le ciel va ressembler à rien par rapport à ce qu'on connaît de nos jours. Hein. Il y aura beaucoup plus d'étoiles, il y aura beaucoup plus de structures. Ce sera quelque chose de passionnant à voir, mais pas avant 5 milliards d'années. Et donc, si vous vous rappelez de la simulation, les deux galaxies vont se traverser dans un premier temps. Donc voilà ce qu'on voit ici pour l'instant. Donc là maintenant on est en phase, elles sont traversées, elles sont loin l'une de l'autre, elles vont refinir par fusionner ici et donner naissance à une seule galaxie de forme elliptique qui sera beaucoup moins intéressante à étudier que la Voie lactée actuelle ou que la première fusion entre les deux galaxies. Donc voici le résultat qu'on aura dans à peu près 7 milliards d'années. On sera sans doute pas sur Terre dans 7 milliards d'années. Moi, je ne serai pas du moins. Mais si au moins on arrive à voir le ciel d'une autre planète, d'un autre système solaire, voici à quoi il correspondra. Voilà, et je crois que c'est la fin de l'exposé. Laissez-moi vérifier. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et on peut passer aux questions. Merci. Merci Georges, hein, c'était une superbe conférence. Je pense qu'il y a des questions, sûrement. Bon, comme il a dit, 5 milliards d'années, on a le temps de voir venir. Qui veut se lancer pour la première question? C'est toujours le plus dur. Hein. Allez, un peu de courage. On a une question au fond. Où ça? Ah, oula. J'avais pas. Attendez, je vais vous passer le micro, comme ça tout le monde entend. Pourquoi la galaxie, c'est entre guillemets un disque un peu épais et pourquoi théoriquement ça serait pas une sphère? Pourquoi il y a une Bonne question. Trop d'étoiles dispersées comme ça? Notamment les petites galaxies que j'ai citées sur cette diapo ici dans ce film, elles ont une forme sphérique. Donc en effet, lorsqu'il y a peu de masse, disons, la forme naturelle c'est la sphère. Mais lorsqu'on va rajouter de la force centrifuge, hein, tout ça, ça va s'aplatir le long d'un disque. Voilà. Sans rentrer trop dans le détail, mais c'est ça l'idée. Une autre question? Poser une question. Bon. Vous avez parlé de trou noir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est un trou noir? Pourquoi noir? Pourquoi trou? Voilà. Alors oui, le sujet est bien vaste et c'est pas non plus mon domaine d'expertise, mais l'idée c'est que lorsqu'on prend une très grande masse et qu'on la concentre dans un volume de plus en plus petit, okay, ça va créer un objet très très dense. Et on peut s'imaginer qu'on peut accumuler une masse tellement grande dans un volume tellement petit que plus rien ne peut échapper. Hein, moi, par exemple, si je veux échapper de l'attraction terrestre, il faut que je saute très très vite afin d'aller plus vite que l'accélération qui va me ramener vers la Terre. Donc, c'est ce que font les fusées. Maintenant, si on veut qu'une fusée décolle de Jupiter, qui est beaucoup plus massif que la Terre, il faut qu'elle ait beaucoup plus de puissance. Si on veut qu'une fusée décolle, supposons qu'on puisse atterrir sur le Soleil, décolle du Soleil, il faudrait encore plus de puissance. Et donc, on peut s'imaginer qu'il y a des objets qui sont tellement compacts, tellement denses, que plus rien ne peut y échapper, même pas la lumière. Et donc, c'est ça l'idée des trous noirs. Okay. Alors, comment on les crée? On pense que c'est des étoiles en fin de vie, des étoiles très très massives. Et donc, les étoiles, à fin de vivre, elles transforment, elles ont des réactions nucléaires, hein, donc elles transforment l'hydrogène en hélium, et lors de cette transformation, elles libèrent de l'énergie qui permet donc de garder l'étoile à l'équilibre et de ne pas s'effondrer. Lorsque l'étoile n'a plus d'hydrogène ou lorsqu'elle n'a plus de combustible, elle va s'effondrer. Et donc, si elle est très très massive, elle va former ce qu'on appelle un trou noir. Et donc ça, c'est un trou noir de petite masse encore.
Si on veut créer des trous noirs supermassifs tels que ceux qui sont au centre des galaxies, ben alors il faut accumuler beaucoup plus de matière. Okay, donc, je ne peux pas rentrer dans plus de détails que ça pour l'instant, mais c'est des objets qui restaient théoriques jusqu'à il y a quelques décennies. Hein, c'est des objets qui découlaient naturellement de la théorie de la relativité générale et de l'évolution stellaire. Et donc, nous avons d'abord détecté indirectement, hein, grâce à l'animation que je vous ai montrée, on voyait des étoiles tourner autour d'un point qu'on ne voyait pas. Et depuis récemment, on arrive également à prendre en photo l'ombre des trous noirs autour du gaz qui les entoure. Voilà. Donc ouais, la question est très compliquée à répondre. Puisqu'on parle du noir, on voit dans la littérature quelquefois le fait que pour expliquer certains phénomènes, il faut faire appel à de la matière noire, de l'énergie noire, qu'on explique également que face à la matière, il y a de l'antimatière. Ouais. Autant de phénomènes qu'en fait on ne voit jamais. Et donc j'aurais bien aimé savoir quelle est votre réaction, vous qui êtes un observateur et qui en fait avez décrit très brillamment toute l'évolution de l'observation du réel face à ces théories qui quand même nous laissent un peu quelquefois perplexes. Oui. Alors la question aussi, elle mériterait un exposé de plusieurs heures. Et chaque point, en particulier la matière noire, l'énergie noire, l'antimatière et tout ça, c'est vraiment des sujets de recherche à part entière. Peut-être je vais me concentrer sur la matière noire. Très brièvement, l'énergie noire, c'est ce qui crée, c'est l'ingrédient que l'on rajoute afin que l'univers soit en expansion. Okay ? Et la matière noire, c'est la matière dont nous avons besoin pour expliquer avec les lois de la physique que nous connaissons, que ce soit Einstein ou même Newton, hein, afin d'expliquer le déplacement des étoiles dans le disque des galaxies. Okay, donc il y a certaines lois qui disent que par exemple, dans le système solaire, nous avons le Soleil qui concentre la majorité de la masse du système solaire, et nous avons toutes les planètes qui tournent autour. Plus on s'éloigne du Soleil, plus la vitesse des planètes est faible, parce qu'elles se trouvent loin de la masse centrale qui est le Soleil. On peut faire des calculs équivalents dans la Voie lactée, et on peut se dire que lorsqu'on va s'éloigner du centre de la galaxie, ben les étoiles qui sont en périphérie devraient tourner plus lentement. Et ce n'est pas le cas. Alors, ce n'est pas le cas, très bien. Donc les gens, aux années 60-70, hein, se sont dit « Ok, pas de problème, ne paniquons pas encore. Ben, il se peut qu'il y a des étoiles qu'on ne voit pas, donc notamment des petites étoiles de petite masse qui ne brillent pas beaucoup. Ou alors, il se peut qu'il y ait du gaz qui n'émet pas de lumière, donc, mais qui en ait énormément, qui puisse expliquer cette différence, enfin, qui puisse rajouter cette masse manquante afin d'expliquer le déplacement des étoiles. Ou il se peut qu'il y ait plein de petits trous noirs. Mais il y en a certainement, hein. Mais chacune de ces hypothèses a des implications, a des conséquences. Et donc, à peu de choses près pour l'instant, on peut réfuter chacune de ces hypothèses. On sait que pour expliquer la masse manquante, enfin pour la masse manquante pour expliquer le déplacement des étoiles ne peut pas être des étoiles de faible masse, ne peut pas être des trous noirs, ne peut pas être une quantité énorme de gaz qu'on n'arrive pas à voir. Et donc, il n'empêche que, voilà, il faut qu'on rajoute de la masse. Et on ne sait pas quelle est l'origine de cette masse, donc on l'appelle de la matière noire. Et donc, ceux qui étudient la matière noire maintenant, c'est plutôt ceux qui font de la physique de la matière. Okay, donc c'est eux qui vont étudier dans le laboratoire quelle peut être l'origine de cette matière noire, et nous on peut que leur apporter des contraintes observationnelles de déplacement des étoiles pour ensuite qu'ils nous disent voilà, il faut, par exemple, les neutrinos peuvent être la matière manquante, la matière noire, et donc nous on va leur dire si on peut expliquer ce que l'on voit en rajoutant ce type de matière. Et on pense, pardon pour finir, que la matière noire et la majorité de la matière dans l'univers. Hein, que la matière, ce qu'on appelle baryonique, la matière qui nous constitue, que l'on voit, n'est qu'une minorité de la totalité de la matière de l'univers. Et ça peut nous choquer, ça peut être surprenant, ça peut être douteux, tout ce que vous voulez,
Mais pourquoi pas? On a découvert au cours des siècles que la Terre n'était pas le centre de l'univers, que le Soleil n'était pas le centre de l'univers, que la Voie lactée n'était pas le centre de l'univers. Et on peut très bien admettre que la matière que nous constitue n'est pas la matière dominante de l'univers. Pourquoi pas? Une question? Alors. Comment les étoiles sont créées? Alors, j'ai déjà donné un petit élément de réponse tout à l'heure, mais l'idée, c'est que nous avons l'hydrogène, ok, c'est sans doute l'élément le plus abondant dans l'univers, après la matière noire. Oublie tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, parmi la matière que l'on connaît, l'hydrogène, c'est la matière, c'est l'élément le plus abondant dans l'univers. Et donc, dans la galaxie, il y a une énorme quantité d'hydrogène. Il se trouve que, pour diverses raisons, certaines régions d'hydrogène peuvent se concentrer petit à petit, on appelle ça s'effondrer, se condenser sous forme de nuages. Et au sein de celles-ci, donc, par force de gravitation, hein, les lois de la physique, ça va accumuler de la matière, de plus en plus d'hydrogène, de plus en plus d'hydrogène. Et donc la masse va augmenter. Ce qui se passe que au centre, si par exemple tu sors avec tes copines et puis soudainement elles viennent toutes se coller contre toi, ben tu vas sentir de la pression, elles te pousseront et tu auras chaud aussi. Donc au cœur de ce nuage, la température et la pression vont augmenter. Et les atomes d'hydrogène, même le terme savant, c'est qu'ils vont commencer à fusionner entre eux. Et donc, en fusionnant, ils vont créer de l'hélium, etc. Et lors de ce processus, il y a de l'énergie qui va se libérer et c'est là que l'étoile va briller. Et donc, au cours de sa vie, 90% de sa vie, l'étoile va transformer l'hydrogène en hélium et c'est ce qui va faire que l'étoile brille. Et donc, toutes les étoiles dans l'univers brillent de cette façon, un peu de choses près. Okay. Et donc, lorsqu'il n'y aura plus d'hydrogène, elle va commencer à fusionner l'hélium pour créer un autre élément. Et donc, au fur et à mesure, elle va créer des éléments de plus en plus complexes, l'oxygène, le carbone, etc., etc. Et tous les éléments qui composent notre corps, en fait, sont formés dans le cœur d'étoiles. Et en fin de vie, ces étoiles vont exploser, disons, ou alors juste s'évaporer, elles vont libérer leur couche extérieure. Donc, tous les éléments qu'elles ont formés vont se retrouver dispersés dans l'univers et à terme se retrouver, par exemple, dans notre corps. Ok. Alors, il y en avait ici, ensuite je reviens tout de suite. Buzz l'éclair a dit « En route vers l'infini et l'au-delà ». L'infini, moi j'ai du mal à m'expliquer l'infini. Au-delà, c'est pire. Et après, j'ai du mal à m'imaginer qu'il n'y ait toujours rien. Expliquez-moi. Oui, alors... non, je ne pourrais pas expliquer. En effet, l'esprit humain, il n'arrive pas à comprendre l'infini. Et il y a des notions qui sont comme ça abstraites, qui nous échappent, mais qui néanmoins, on arrive à, et c'est là où on voit le génie de l'esprit humain, à utiliser des termes abstraits dans des équations et travailler avec. Et petite anecdote personnelle, hein, moi je me souviens, j'étais pas plus tard qu'en seconde ou en première, je me souviens plus quand. Et puis c'était un peu le moment un peu charnière où il y a un groupe de copains qui sont bons en maths, puis d'autres qui sont largués, qui comprennent plus rien. Et moi à l'époque je me disais mais non, mais ils travaillent pas assez. Moi je comprenais les maths, hein, j'aimais bien les maths. Je me disais non, ils comprennent pas, ils travaillent pas assez. Et j'ai gardé contact avec eux et puis on a réussi à creuser de plus en plus. Et puis ils m'ont dit non, moi la raison, ils me disent, je cite, la raison pour laquelle j'ai lâché les maths, c'est parce que j'arrivais plus à manipuler des objets abstraits tels que l'infini dans les équations, etc. Et donc, en effet, il y a deux types de cerveaux, disons. Ceux qui arrivent à concevoir l'infini, pas forcément de le comprendre, hein, mais le concevoir et de l'utiliser comme un objet mathématique, qu'il se peut, voilà, il y a des masses infinies, il y a des dimensions infinies, et qui peuvent travailler avec, et d'autres qui ne peuvent pas du tout. Moi, je suis un peu entre les deux, je pense. Désolé. Alors moi, il y a toujours eu mon grand-père qui m'a dit que si on voyait les étoiles qui n'étaient plus lumineuses, elles étaient mortes. Est-ce que c'est vrai ou pas?
Ça peut l'être. En pratique, non, néanmoins. La durée de vie d'une étoile est de plusieurs milliards d'années. Okay. Le Soleil, par exemple, a une durée de vie de 10 milliards d'années. Il y a des étoiles qui vivent beaucoup moins, mais quand on dit beaucoup moins, c'est plusieurs centaines de millions d'années. Et donc, si tu te rappelles, la taille de la Voie lactée, le diamètre, c'est 100 000 années-lumière. Donc 100 000 par rapport à même 1 million, ou centaines de millions, ou des milliards, c'est petit. Donc, en effet, il se peut que cette étoile qu'on reçoit à la lumière de nos jours, au bout de 100 000 ans, il se peut qu'elle soit morte, mais les chances sont faibles quand même. Ça, c'est pour les étoiles qu'on voit à l'œil nu. Okay. Maintenant, lorsqu'on va regarder des étoiles à travers un télescope, on va pouvoir voir beaucoup plus loin. Puis là, en effet, donc plus on regarde loin, plus il y a des chances que ces étoiles soient mortes, vu que le temps qu'il nous faut pour qu'elles parviennent est plus élevé. Mais bon, à l'œil nu, on peut quand même supposer que la plupart des étoiles que l'on voit sont encore là. Et alors, elles sont sans doute plus à l'endroit où on les voit, hein, parce qu'elles sont déplacées, elles se déplacent vite, mais donc elles sont encore là et qu'elles sont encore vivantes. Mais je ne peux pas l'exclure à 100%. Il y avait d'autres questions? Oui. En fait, moi, c'est par rapport à la collision dans 4 milliards d'années. Et est-ce que ça a changé le climat sur la Terre? Alors, voilà, le problème, la question mérite d'être posée, j'ai pas la réponse déjà. J'ai pas la réponse théorique. Parce qu'en pratique, la Terre n'existera plus dans 4 milliards d'années. Alors, je veux pas paniquer tout le monde. La raison pour cela n'est pas forcément humain. C'est simplement que le Soleil, comme j'ai dit tout à l'heure, a une durée de vie estimée à de 10 milliards d'années. Okay. On est déjà à 5 milliards d'années, 4 et des poussières. Et donc, ce qui veut dire dans 4 milliards d'années, on se rentrera dans la phase finale de la vie du Soleil. Il aura gonflé, il aura absorbé la Terre dans son atmosphère. Donc, dans 4 milliards d'années, non, la Terre n'existera plus. On ne pourra pas vraiment voir ce que je vous ai montré si on reste sur Terre. Il faudra non pas seulement qu'on ait changé de planète, mais qu'on soit parti dans les régions les plus externes du système solaire, voire encore mieux, de préférence, dans un autre système solaire. Alors après, oui, est-ce qu'en pratique, le climat changera? Ce qui se passe lors de collisions telles que celles que j'ai montrées, c'est que c'est principalement le gaz qui s'entrechoque. Les étoiles ne vont pas s'entrechoquer parce que la taille des étoiles est relativement petite par rapport à leur distance de séparation. Donc du coup, la probabilité qu'une étoile se rapproche de nous très très proche et qui change la température de la Terre pour X ou Y raison est relativement faible. Alors je peux pas le démontrer, j'ai pas fait les calculs, etc. Mais je pense que la probabilité est faible, même si la Terre était sauve à cette époque-là. Avant le Big Bang, il y a une soupe de particules premières. Qu'est-ce qui provoque ce fameux Big Bang? Alors, on remonte loin, non pas seulement en termes de Big Bang, mais aussi en termes de mes cours à l'université. Qu'est-ce qui provoque le Big Bang? J'essaie de me rappeler. Et je crois je sais pas. Je sais pas, vous me posez une colle là. Non, je pourrais pas répondre. Non, je sais pas. Là, comme ça, à froid, je sais pas. Mais je devrais le savoir. Oui. Combien y a-t-il de galaxies telles que la Voie lactée connue actuellement? Alors, ça change tous les jours. Peut-être pas tous les jours, mais en ce moment, ça change. Vous avez peut-être entendu qu'il y a le satellite spatial James Webb qui a été lancé et qui, depuis quelques jours, quelques semaines, on obtient beaucoup plus de données et puis on voit beaucoup plus loin. Et donc, on découvre de nouvelles galaxies également. Alors, des galaxies, il y en a des
millions de milliards dans l'univers. Des galaxies telles que la Voie lactée, c'est-à-dire avec un disque, avec des bras spiraux, etc. On pense que c'est dans l'univers visible, du moins, hein, et dans l'univers, du moins, pour les galaxies pour lesquelles nous arrivons à déterminer la morphologie. Parce que les galaxies les plus lointaines, on n'arrive pas à voir la forme. Elles sont tellement loin qu'on voit presque juste un point, en fait. Et donc, pour les galaxies pour lesquelles nous arrivons à déterminer la morphologie, on pense que les galaxies à disque telles que la Voie lactée est la morphologie la plus répandue. Alors, du coup, je pense que c'est de l'ordre de, parmi les millions de milliards, peut-être le 60% de ces galaxies sont de type Voie lactée. Dans l'univers visible relativement proche. Okay. Merci. Il y a des trous noirs dans la Voie lactée. Quel est leur rôle? Quel est leur rôle? Alors, indéniablement, il y a des trous noirs dans la Voie lactée. Pour l'instant, à ma connaissance, nous avons la certitude de l'existence que d'un seul, au centre de la Voie lactée. On pense, par la théorie qui est la façon avec laquelle on forme des trous noirs, que vu qu'on a des étoiles massives qui sont formées au cours de l'histoire de la Voie lactée, il doit forcément avoir des trous noirs éparpillés un peu partout dans la galaxie. Mais vu qu'elles n'émettent pas de la lumière, vu qu'elles sont relativement faibles de masse, elles sont très très dures à détecter. De temps en temps, on voit des articles passer que des gens ont la suspicion qu'il y ait un trou noir de masse intermédiaire qui a été détecté, mais ça reste à confirmer. Alors, je peux quand même vous répondre sur le rôle des trous noirs supermassifs, ce qu'on appelle trous noirs supermassifs, au centre des galaxies. Quel est leur rôle? Alors déjà, tout n'a pas vocation à avoir un rôle. Mais il se trouve qu'on pense que les trous noirs au centre des galaxies, vu qu'ils sont très très massifs, ils vont accumuler de la matière et du gaz vers le centre de la galaxie. Et de temps en temps, lorsque le gaz va commencer à accélérer très très fortement, il y aura des éjections de matière. Pas du trou noir vraiment, mais des alentours. Et donc, va avoir un peu des sortes alors, c'est pas le bon terme, mais juste pour donner l'image, des sortes de fontaines galactiques. Donc, la matière qui se trouve ici au centre va être recyclée, va se retrouver aux régions les plus externes du disque. Et donc, il va avoir une sorte de recyclage de la matière. Et donc, des régions plus externes du disque qui étaient appauvries en gaz, donc qui ne pouvaient plus créer de nouvelles étoiles, on peut s'imaginer que de cette façon, vont créer de nouvelles étoiles. Ça, c'est une façon très schématique d'expliquer. Forcément, ceux qui travaillent sur ça spécifiquement pourront donner plus de détails, mais c'est ma compréhension de la chose. Alors, dans la Voie lactée, non. Ou du moins, on n'a pas... Ouais. En ce moment, non. On a détecté du gaz chaud récemment à des hautes altitudes par rapport au disque, ce qu'on appelle les bulles de Fermi. Et certains disent qu'ils peuvent provenir des éjections de matière du trou noir supermassif du centre de la Voie lactée, mais ça reste à confirmer. D'autres galaxies, on sait qu'elles sont actives, le trou noir est actif et qui éjecte de la matière, ça c'est indéniable. Mais dans le cas de la Voie lactée, en ce moment, il est plutôt tranquille, il est plutôt calme. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais revenir ou prolonger la question sur le concept d'infini, sur l'infini. Mais je vais peut-être revenir à un infini un peu plus réel. Cet univers qui est en expansion, à la limite de cet univers visible, à la limite de cet horizon de notre univers, qui est en expansion, il y a une limite. Comment est-ce que vous représentez le devant de cette limite et le derrière de cette limite? Précisez la question, c'est-à-dire? Donc, il y a un univers, la matière, plus ou moins, que vous avez expliqué, matière noire, l'énergie sombre, etc. Et puis cet univers en expansion. Et puis il y a un univers, il y a
la limite de cet univers visible, d'accord, 14 milliards d'années à peu près, et il est en expansion. Une expansion plus rapide encore que la lumière. Mais il a une limite. Comment est-ce que, conceptuellement, vous-même... Comment est-ce que je peux vivre en paix avec ça? Voilà. Ouais. Voilà. Je comprends la question. Vous avez 5 minutes pour répondre. Merci. Alors non, la façon avec laquelle je peux vivre en paix avec ça, c'est que j'admets qu'on n'a pas tous les outils mathématiques nécessaires, ou on ne saisit pas tous les concepts encore, et que pour l'instant, ça reste juste une façon d'expliquer les choses avec les outils et le langage que nous avons, mais qui n'est certainement pas approprié pour notre compréhension. Pareil, à titre personnel, ça n'a pas vraiment à voir avec ça, mais je peux vous expliquer comment j'ai vécu les cours de relativité restreinte et de relativité générale à l'université, où la première fois on m'a dit que le temps est un concept qui est relatif et qu'il peut être dilaté et accéléré, etc. Et moi, j'arrive toujours pas à le comprendre. Sauf que lorsqu'on met en place les équations, on voit clairement que le temps est un paramètre parmi tant d'autres et qui peut être en expansion, dilaté, etc. Accéléré ou diminué. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai admis et je comprenais chacune des étapes des équations. Et donc, j'ai admis que très bien, ma tête ne comprend pas, mais pour passer d'une ligne à l'autre de l'équation, je comprends le raisonnement physique. Et que le résultat, j'arrive pas à l'appréhender, mais que je comprends d'où il découle. Et donc, à partir de là, j'ai admis ce résultat comme réel, et puis il se trouve que les expériences font qu'on arrive à le démontrer. Mais il y a plusieurs façons comme ça, il n'y a pas que l'astronomie et l'astrophysique, hein. Il y a la physique quantique, il y a beaucoup d'autres... Le monde de la physique, en fait, on est dans un espace maintenant que ça évolue tellement rapidement que notre esprit a du mal à rattraper la vitesse avec laquelle les découvertes sont faites. Donc non, j'arrive pas vraiment à saisir ni à m'imaginer, mais je me pose plus la question. Voilà, c'est juste, voilà, c'est... Oui, certainement, oui. Oui. Pas du tout, allez-y. Alors, je voudrais savoir, comment trouvez-vous la composition du gaz? Il y a du gaz, je veux bien croire, mais comment savez-vous? Vous ne faites pas une biopsie? Et presque. Alors, je crois que j'ai encore la présentation un peu ouverte ici en arrière-plan. C'était la présentation que j'avais faite au mois d'avril ici. Alors, je ne vais pas la faire entièrement maintenant, hein, mais juste vous montrer ça. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le spectre du Soleil. On récupère la lumière du Soleil et on crée un arc-en-ciel. OK ? Et donc, on voit ici, on a toutes les couleurs, hein, du bleu au rouge. Et donc, on arrive à faire un arc-en-ciel très, très précis. Et on regarde chacune des couleurs précisément. Et on voit que c'est pas un arc-en-ciel. Alors, oubliez les traits verticaux ici, hein, c'est juste que c'est en continu. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est les traits horizontaux. Les traits horizontaux, c'est l'absence de couleur, ce qu'on appelle une longueur d'onde. Okay ? La longueur d'onde, c'est notre mot savant pour dire la couleur. Donc, il y a certaines couleurs bien spécifiques, une certaine nuance du vert, par exemple, qui est absente. Une certaine nuance du jaune, une certaine nuance du rouge. Et on sait que les atomes, la matière, peut émettre ou absorber certaines couleurs, un certain rayonnement. Et chaque atome absorbe des longueurs d'onde bien spécifiques, qui lui sont propres, qui sont un peu sa carte d'identité. Et donc on sait notamment que l'absence de cette couleur et de cette couleur correspond à la présence du magnésium dans l'atmosphère du Soleil. Là, c'est le sodium. Là, c'est le calcium.
Là, c'est le fer. Là, c'est le strontium. Là, c'est l'yttrium. Là, c'est le titane. On a tous les éléments, on peut les trouver. Et par des calculs au sol, dans des laboratoires, on peut savoir quelles sont les longueurs d'onde qu'absorbe chacun des éléments. Et donc, du coup, en obtenant des spectres des étoiles, nous arrivons à voir quelles sont les couleurs manquantes et avoir une notion de la composition chimique des étoiles. Et ça, c'est très, très important car ça nous donne beaucoup d'informations sur les étoiles qui sont formées avant la formation de l'étoile que l'on observe. C'est un exposé à part entière, mais c'est un peu ce que je fais moi pour tous les jours essayer de déterminer la composition chimique des étoiles. Bien. S'il y a une dernière question, on la prend. Sinon, Adèle, là-bas. Étant donné que la plupart des galaxies sont composées d'un trou noir en leur centre et que les trous noirs seraient issus d'une étoile qui se serait effondrée sur elle-même, est-ce que du coup cette étoile aurait un lien avec la formation de la galaxie? Non, je crois pas. On parle de rapports de masse qui sont pas du tout semblables. Une étoile qui s'effondre sur elle-même, c'est à peu près, disons, une dizaine de fois la masse du Soleil. La masse d'un trou noir supermassif au centre des galaxies, c'est plusieurs millions de fois la masse du Soleil. Ok, donc je ne sais pas exactement comment ces trous noirs supermassifs se sont formés. Est-ce que c'est l'accumulation de plusieurs trous noirs formés par l'effondrement d'étoiles ou pas? Mais je ne pense pas que l'on puisse relier l'effondrement d'une étoile à la formation de galaxies. C'est vraiment la formation des galaxies, on pense que c'est plutôt lié à l'accumulation de matière noire, qui n'a rien à voir avec les trous noirs, de matière sombre, donc l'accumulation de matière sombre qui a accumulé du gaz autour d'elle et qui, avec ce gaz, les étoiles se sont formées. Donc c'est plutôt ça. Okay. Donc, pour le dire différemment, la présence d'une galaxie ou la formation d'une galaxie ne dépend pas de la formation d'un trou noir. Okay, c'est plus, il se trouve qu'au cours de la vie d'une galaxie, il y aura un trou noir sans doute qui va se former en son cœur, mais le raisonnement ne doit pas être fait dans le sens inverse. Okay, c'est pas parce que il y a un trou noir qu'on va former une galaxie et que sans trou noir on peut pas créer de galaxie. Et on pense d'ailleurs que les petites galaxies naines qui tournent autour de la Voie lactée, etc., n'ont pas de trou noir en leur centre. Ou du moins, on n'a pas pu en détecter pour l'instant. Ça répond à peu près à la question. C'est une question très pertinente. Une dernière? Oui? Non? Ah, oh là, au fond, en plus. Ils n'ont pas pitié de moi. Hein. Est-ce qu'il y a des étoiles qui se baladent un peu dans l'univers sans galaxie ou il faut qu'il y ait une galaxie pour qu'on trouve des étoiles? Bonne question. Comment? Aussi, par exemple, des systèmes solaires avec cette étoile, donc des planètes ou je ne sais pas. Alors, à ma connaissance, on n'a pas détecté d'étoiles qui se baladent entre deux galaxies. Okay. Mais plus on va creuser cette question, plus on va voir que la réponse n'est pas aussi claire et nette. Alors, ce qui se passe, c'est que... Permettez-moi de remontrer un peu la vidéo précédente. Alors, dans ce cadre-là, on a la Voie lactée avec ses étoiles, une galaxie naine qui tourne autour, qui va fusionner avec la Voie lactée. On peut s'imaginer qu'il y ait une étoile qui soit éjectée et qui soit perdue dans le milieu intergalactique. Donc je pense qu'en pratique, oui, ça doit exister. Mais après, est-ce que vraiment
elle fait pas partie de la Voie lactée. À quel moment est-ce qu'on dit voilà, c'est la fin de la galaxie et il y a rien après? C'est vraiment des notions qui sont un peu abstraites. Ok, donc vraiment, quel est le bord de la Voie lactée? C'est la réponse n'est pas claire et nette. Est-ce que c'est là où on voit plus d'étoiles? Est-ce que c'est là où il y a plus de matière noire? Et si on définit ça par la matière noire, bon ben c'est quoi la matière noire? On sait toujours pas. Bref, on tourne un peu en rond. Donc c'est un peu difficile de répondre à la question. On n'en a pas détecté à ma connaissance, même si en pratique ça doit exister. Ouais. Alors il y a des étoiles hyper véloces où on sait que elles sont en train d'être éjectées, mais pour l'instant elles se trouvent encore dans la Voie lactée. Ok, donc on les a pas vues au dehors. Mais oui, en effet, il y a des étoiles, on sait qu'elles vont très très vite, et vu l'endroit où elles sont et leur vitesse, on sait qu'elles vont quitter la Voie lactée. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Il y en a plusieurs centaines, je pense. Ouais. Bien. Pour une salle qui n'avait pas de questions, il y en a eu pas mal, hein, je trouve. Hein, mais c'est toujours comme ça. Bon, ben je crois qu'on peut encore remercier chaleureusement Georges. Merci. Et puis